Merci, bonjour tout le monde, chers collègues, bonjour. Donc c'est un plaisir de vous présenter nos activités et nos résultats en lien avec le Covid. Donc nous allons aborder les enjeux du Covid en détention à Genève, les mesures qui ont été mises en place, l'évolution épidémiologique depuis mars de cette année et des résultats d'études de séroprévalence au sein de la population carcérale et du personnel. Voilà, donc je vais revenir rapidement sur les enjeux du Covid en détention qui concernent notre région. D'une part, comme l'a montré Hans, il y a vraiment des risques sanitaires avec une promiscuité qui favorise la transmission. Également, une proportion importante de personnes cliniquement vulnérables augmente le risque de complications. Par exemple, à Genève, nous avons identifié que 18% des personnes ont des comorbidités dans notre prison de Champ-d'Olon, comorbidités qui sont connues et qui rendent ces personnes cliniquement vulnérables au Covid, tout en sachant qu'il y a une sous-estimation de ces pathologies, étant donné que souvent les personnes en détention sont peu suivies ou en accès difficile aux soins avant leur incarcération. Et également, il y a un enjeu avec un risque de surcharge des structures hospitalières lorsque des épidémies peuvent flamber en détention. Bien sûr, des risques sécuritaires aussi. Ce ne serait pas envisageable de fermer une prison de grande taille. Également, l'absentéisme du personnel engendre des risques sécuritaires. Et enfin, un confinement, une réduction des activités, si on doit annuler tous les ateliers, les promenades, le sport, les visites. Comme l'a montré Hans justement, il y a des risques, ça génère des tensions et des violences, comme ça a été le cas en Italie. Et enfin, réellement, les droits humains fondamentaux sont en péril lors de crises de ce type-là. S'il faut isoler complètement du monde extérieur ou enfermer de manière stricte les personnes pour restreindre les contacts intramuros. Voilà, donc un équilibre doit être trouvé entre risques sécuritaires, risques sanitaires et droits humains. Et en effet, bafouer ces droits humains fondamentaux engendrerait une dégradation des pathologies psychiques qui affectent une grande proportion des personnes incarcérées. Voilà, alors à Champ-d'Olon, qui est la plus grande prison préventive de Suisse, qui est aussi construite il y a longtemps, il y a plus de 40 ans, il y a une importante promiscuité qui est liée à la surpopulation. Et il faut bien se rendre compte que ce n'est pas un monde clos, rien qu'à Champ-d'Olon, il y a 650 personnes qui entrent chaque jour, que ce soit des professionnels, des visiteurs, des avocats, des livreurs aussi, qui sont en contact avec les personnes détenues. Et les personnes détenues elles-mêmes, il y a 2000 entrées annuellement, donc ça représente 5 à 6 personnes qui intègrent la prison, qui sont incarcérées chaque jour pour autant de sorties. Donc la source d'infection en milieu carcéral peut être des détenus qui entrent malades ou en phase d'incubation, des visiteurs aussi, ou alors des personnels tant médicaux que des agents de détention qui peuvent être contagieux. Concernant les mesures de contrôle qui ont été mises en place. Donc d'une part, il y a une gestion de la surpopulation. Il y a eu libération ou report d'incarcération principalement concernant des délits mineurs. Également, certaines personnes ont été déplacées dans les prisons non surpeuplées, en l'occurrence des personnes cliniquement vulnérables. Et là, à droite, on voit l'évolution des taux d'occupation à la prison de Champ-d'Olon. On est passé de 160% de taux d'occupation au début mars, avec plus de 600 détenus, avec une diminution au mois de juin. Par contre, ces dernières semaines, malheureusement, on observe une augmentation à nouveau du taux d'occupation. Également, un point important dans les mesures de contrôle, c'est la quarantaine des entrants. Vraiment, les personnes qui intègrent la prison, qui entrent, sont isolées dans une unité dédiée et observées durant 11 jours. De manière arbitraire, on a posé 11 jours qui représentent 97,5% de personnes qui vont développer le Covid, l'incubent durant cette période. Les gestes barrières aussi, des renforcements de l'information par des vidéos qui sont diffusées dans les cellules des détenus, également une distribution de flyers de multiples langues, et également des rencontres par groupe réduit. Nous, personnel médical, rencontrons les personnes détenues sur les étages par petits groupes pour insister sur la distanciation sociale, le port du masque, l'hygiène des mains également, et puis pour faire aussi des questions-réponses et parfois apaiser certaines peurs, certaines craintes dans cette population.
Et bien sûr, il y a une détection et une gestion des cas positifs. Des frottis sont proposés, comme dans la population générale, pour toute personne présentant des symptômes. Et enfin encore, il y a eu fermeture de certains ateliers non indispensables pour diminuer les contacts entre personnes détenues, et par contre le renforcement, par exemple, de l'atelier nettoyage pour pouvoir permettre un nettoyage des surfaces, en particulier des poignées de porte, de manière très obsessionnelle, compulsive, si possible, en détention. Pour d'autres activités, sport ou promenade, on se rend bien compte, habituellement dans une prison comme Chandolon, les promenades se font, 60 détenus font des promenades d'1 heure. Là, c'est extrêmement difficile de faire respecter les distanciations sociales, c'est plutôt le moment un peu convivial entre personnes. Dès lors, des mesures en coordination aussi avec vraiment les autorités pénitentiaires tendent à diminuer la taille des promenades, mais ce qui pose des grands problèmes logistiques dans des prisons surpeuplées. Et bien sûr, il y a eu maintien de la plupart des visites, par contre avec une adaptation de l'infrastructure, mise en place de plexiglas et certaines mesures compensatoires avec des téléphones gratuits par exemple. Il y a beaucoup de détenus qui avaient moins de contact avec leur famille, qui vivent par exemple dans des zones rouges par période. Dès lors, quelle a été l'évolution épidémiologique à Chandolon? Donc durant la première vague, il y a eu un cas d'une personne qui était incarcérée de longue date à Chandolon, qui s'est infectée, qui a été diagnostiquée, sans qu'on sache exactement par quel biais elle a été contaminée. Et sinon, Chandolon et la prison aussi, ça a été décidé de concentrer les personnes malades aussi d'autres prisons de Genève. Et il y avait eu 5 personnes détenues en contact dans la prison de Frambois avec un agent de détention malade. Donc ces personnes sont venues à Chandolon avec toutes les mesures de protection adaptées, et 2 de ces personnes ont développé la maladie. Par contre, elles étaient isolées, elles n'étaient pas en contact avec le reste de la prison. Par contre, plus tard, au mois d'août, il y a eu une situation extrêmement alarmante et délicate. Il y a eu 2 personnes qui travaillent en cuisine qui ont été diagnostiquées. Donc ça a nécessité un renforcement des mesures barrières. Il y a également une mise en quarantaine de 130 personnes à la prison qui ont aussi bénéficié de tests de dépistage. A été diagnostiquée une autre personne qui travaille dans un atelier de reliure. Il y avait des matchs de faute, là, de nouveau, entre personnes des divers ateliers. Et aussi, il y a 3 détenus, codétenus, qui se sont contaminés en étant des codétenus dans les mêmes cellules que les premières personnes identifiées. Et à noter qu'il y a aussi eu 2 personnes qui étaient asymptomatiques, mais comme les 130 ont bénéficié d'un dépistage, 2 personnes sans symptômes ont heureusement pu être aussi identifiées. La mesure en place de toutes ces mesures, bien sûr, était très contraignante et lourde pour des personnes en détention. Ça peut créer vraiment des tensions. Néanmoins, ça a permis de contenir l'épidémie. Et plus tard, ces 4-5 dernières semaines, on a encore eu 3 personnes détenues entrantes infectées. En l'occurrence, 2 personnes sont arrivées en détention en étant déjà symptomatiques. On les a tout de suite isolées et puis diagnostiquées, heureusement. Et aussi une personne tout récemment est entrée asymptomatique et après 9 jours d'incarcération, quand elle était justement dans cette unité dédiée d'isolement et d'observation, elle a présenté des symptômes à J9 et nous avons pu l'identifier avant qu'elle intègre les étages dans la prison, heureusement. Donc voilà, on a conduit des études épidémiologiques de séroprévalence au cours du mois de juin, afin de savoir si les mesures de contrôle ont été efficaces et éventuellement afin de les améliorer. Donc ça a concerné la population d'études des personnes détenues qui ont été aléatoirement intégrées dans l'étude, principalement des personnes détenues déjà avant le début de l'épidémie et qui étaient toujours incarcérées au mois de juin, et également du personnel, donc des agents de détention et le personnel médical également. Et comme comparaison, on a utilisé la population de l'étude populationnelle de Silvia Stringini avec des personnes qui étaient recrutées dans la communauté au cours du mois de juin. Et là, au sein de la population carcérale, du sang capillaire a été prélevé afin d'améliorer l'acceptation des prises de sang. Donc, dans des études précédentes qu'on conduisait pour d'autres sujets en détention, parfois, plus de 50% des personnes détenues refusaient des prises de sang veineuses. Dès lors, nous avons pris soin de valider déjà cette technique
auprès d'un échantillon de 110 personnes confirmées Covid positives par PCR, comparant des titres d'anticorps anti-SARS-CoV-2. Et comme on le voit sur ce graphique, avec le sang veineux sur l'axe des abscisses et le sang capillaire sur l'axe des ordonnées, on voit clairement que la corrélation est presque de 1, et quand on compare, on code en binaire la présence d'anticorps ou pas, on a un accord de 100% avec un kappa de 1, et on voit dans le tableau croisé qu'il n'y a pas de discordant. Voilà, donc dans les résultats, nous avons eu 177 personnes détenues, dont 116 qui étaient déjà incarcérées avant le début de l'épidémie et toujours incarcérées en juin, et 227 personnes du personnel, avec un taux de participation de 3 personnes sur 4 parmi les détenus et 65% parmi le personnel. Voilà, alors pour les résultats, ce graphique résume la séroprévalence dans les diverses populations d'études. Le résultat principal est la différence entre le groupe de personnes incarcérées avant le début de la première vague et les autres groupes. Donc la séroprévalence est plus faible dans le groupe incarcéré avant mars, de manière statistiquement significative par rapport à la population générale et par rapport aussi aux personnes incarcérées après le début de l'épidémie, et marginalement aussi par rapport au personnel. L'interprétation de ce résultat permet de dire que les personnes détenues pendant la première vague ont été préservées du Covid-19 à la prison de Chandolon, et la prison n'étant pas un microcosme, il est probable que cette prévalence soit restée faible grâce aux mesures drastiques mises en place. Et un autre résultat important est l'absence de différence entre les 3 autres groupes. Travailler en détention durant la première vague n'a pas engendré un risque accru d'infection par rapport à la population générale. Donc, en conclusion, les mesures de contrôle semblent contenir la transmission du Covid au sein d'une prison de grande taille et surpeuplée, qui est un établissement qui héberge, comme nous l'avons discuté, une population jeune, mais dont une proportion importante est vulnérable aux complications du Covid en raison de comorbidité. Et ceci est très important, comme cette population est finalement en étroite interaction avec la population générale. Donc voilà, je souhaiterais terminer vraiment en remerciant tous nos patients qui ont participé au projet, également un immense merci à l'équipe de Sylvia Stringini de l'unité d'épidémiologie populationnelle, tous les collaborateurs du service de médecine pénitentiaire, également aux autorités et le personnel pénitentiaire de Genève avec lesquels un travail fantastique peut être fait vraiment en coordination et collaboration. Un immense merci aux équipes des laboratoires DHUG et également d'Unilab, c'est l'ensemble des professionnels impliqués dans ce projet. Merci.